Quand on observe un signal, on pense souvent à sa fréquence, à son amplitude, à son spectre ou à son niveau de bruit. Mais il existe une autre propriété, très visible à l'œil nu, et pourtant plus difficile à mesurer, sa symétrie. Dans cette vidéo, je propose une nouvelle façon de regarder les signaux, non plus seulement comme des courbes à analyser, mais comme des objets qui peuvent rester invariants sous certaines transformations, comme c'est le cas des frises. Vous savez, ces éléments décoratifs entre le plafond et le mur. Si vous fermez les yeux et que pendant ce temps je décale vers la droite la frise, en ouvrant vos yeux, vous ne verrez aucune différence. On dit que la frise est invariante par translation. C'est la même chose pour les signaux périodiques. Dans mon article de la revue Entropie, vous verrez que les signaux périodiques sont des cas particuliers, et parmi les 7 types de frises existantes, seuls 5 signaux sont possibles. Ils correspondent aux frises de motifs noirs. Quelle est la problématique que je souhaite traiter ici? La symétrie est une propriété fondamentale dans de nombreux systèmes naturels. Elle apparaît dans des signaux périodiques, dans des signaux biomédicaux, en acoustique, en électronique ou encore en télécommunication, pour ne citer que. Mais dans beaucoup de systèmes dynamiques hors équilibre, les signaux observés deviennent asymétriques. Ils ont perdu leur symétrie. Et quand une symétrie réapparaît, par exemple dans certains régimes pathologiques ou certains modes de fonctionnement, une question simple se pose. Comment mesurer cette symétrie? Les approches classiques se concentrent souvent sur l'irréversibilité temporelle, ou bien sur la distorsion harmonique comme la THD. Ces indicateurs sont utiles, mais ils ne mesurent pas directement la symétrie du signal. L'idée de départ est simple, et elle suit le même raisonnement que pour les frises. Un signal est symétrique s'il reste identique après une transformation bien choisie. Prenons un signal impair, par exemple une gaussienne multipliée par le temps, c'est la courbe de gauche. Autour de l'instant 0, deux points équidistants ont des valeurs opposées. C'est une symétrie centrale ou une inversion. Mathématiquement, elle est représentée par l'expression x de t est égal à moins x de moins t. Prenons maintenant un sinus redressé, courbe de droite. Autour de certains instants représentés par des pointillés rouges, deux points équidistants ont la même valeur. C'est une symétrie miroir. Mathématiquement, elle est représentée par l'expression x de t égale x de moins t. Le problème est que dans les données réelles, on ne connaît toujours pas l'expression mathématique du signal. Il faut donc une méthode qui puisse travailler directement à partir des données. Pour construire cette méthode, il faut s'appuyer sur la théorie des groupes, et plus précisément sur les transformations géométriques que l'on peut appliquer à un signal. 4 transformations jouent un rôle central. La translation. On décale le signal dans le temps. C'est la courbe en haut à gauche. La réflexion verticale ou symétrie miroir. On retourne le temps autour de l'axe. C'est la courbe en haut à droite. L'inversion. On retourne le temps et le signe du signal. C'est la courbe en bas à gauche. Et la réflexion glissée, on combine un décalage temporel et un changement de signe. C'est la courbe en bas à droite. Ces 4 isométries permettent de décrire les symétries globales des signaux périodiques et non périodiques. L'intérêt du groupe est qu'il ne se contente pas de nommer des symétries, il indique aussi comment elles se composent entre elles. Avant de pouvoir mesurer des niveaux de symétrie, il faut utiliser des étalons, des références. Il faut donc générer des signaux symétriques. On part d'un petit morceau du signal, un motif, puis on applique des transformations successives pour construire un signal plus complexe. Selon le motif de départ, le nombre d'itérations et le choix des transformations, on obtient différents types de signaux symétriques.
Si le processus est répété indéfiniment, on obtient un signal périodique. Si le processus s'arrête après un petit nombre d'étapes, on peut obtenir un signal non périodique, mais tout de même symétrique. Cette construction donne une façon concrète de comprendre d'où viennent les symétries du signal. À partir de ce cadre, deux classifications sont proposées. La classification P concerne les signaux périodiques. Elle contient 5 classes, P1, P3, P5, P9 et P15. Ces nombres ne sont pas arbitraires. Ils codent les transformations qui laissent ce signal invariant, translation, réflexion, inversion et réflexion glissée. Par exemple, P1 correspond à un signal invariant seulement par translation. P15 correspond au cas le plus riche. Le signal est invariant sous les 4 transformations. La classification Q concerne les signaux non périodiques. Elle contient 2 classes principales, Q2 pour la symétrie miroir et Q4 pour l'inversion. Cette classification a un avantage important par rapport à la classification classique fondée sur les coefficients de Fourier. Elle est directement liée aux symétries et elle ne dépend pas de la phase initiale du signal. Sur la base d'un motif représenté par le quart d'une sinusoïde, il est possible de générer, en tout et pour tout, seulement 5 types de signaux périodiques. Le point commun de ces 5 signaux est qu'ils possèdent tous des symétries globales. Par exemple, pour le signal en haut à droite, invariant par réflexion verticale, c'est l'ensemble du signal qui pivote autour d'un miroir placé en t égale 1 seconde. En bas à droite, le signal sinusoïdal est invariant pour les 4 isométries. Un décalage d'une période, vers la droite ou vers la gauche, ou bien une réflexion verticale, ou bien une inversion, ou bien une réflexion glissée à l'instant t égale 1 seconde, laisse le signal inchangé. Pour les signaux non périodiques de la classe Q, le nombre de classes est réduit à 2, Q2 et Q4. Des symétries locales et globales sont présentes. Par exemple, pour le signal gaussien en haut à gauche, c'est l'ensemble du signal qui est réfléchi dans le miroir localisé à l'origine. Le miroir a une portée infinie. Pour le signal en haut à droite, il y a une symétrie globale repérée par le miroir situé à l'origine, et il y a 2 symétries locales, c'est-à-dire 2 centres d'inversion localisés en t égale plus ou moins 1 seconde. Le motif bleu allant de -2 à -1 seconde est inversé et donne le motif vert. Le centre d'inversion localisé en t égale -1 seconde a une portée limitée à 1 seconde. La classification dit quel type de symétrie est présent. Mais il faut aussi mesurer combien de symétries le signal contient. Pour cela, plusieurs indicateurs sont introduits. La symétrométrie compare le signal original avec ses versions transformées. Si le signal et sa version transformée coïncident, la symétrie est forte. Les symétrométries typées mesurent séparément la contribution de chaque transformation, translation, réflexion, inversion et réflexion glissée. La symétropie, quant à elle, mesure la diversité des symétries présentes. Un signal peut avoir une symétrie très dominante ou au contraire répartir sa symétrie entre plusieurs transformations. La distorsymétrie transforme cette idée en indicateur de distorsion. Plus la symétrie est perdue, plus la distorsion augmente. Enfin, la syntaxie et l'isorhythme servent à reconnaître automatiquement la classe du signal et le nombre de types d'invariance. Que montrent les résultats ? Les résultats montrent d'abord que les 5 classes périodiques ne portent pas la même richesse de symétrie. La classe P15 est la plus symétrique. Elle possède les 4 invariances. Mais même à l'intérieur de la classe P15, tous les signaux ne sont pas équivalents. Un signal carré atteint une symétrométrie globale maximale supérieure à celle d'un signal sinusoïdal, car son motif générateur est lui-même symétrique. L'exemple du rapport cyclique est particulièrement parlant. Quand un signal carré a un rapport cyclique égal à 1,5, il est parfaitement équilibré, son niveau de symétrie est maximal et son taux de distorsion est nul. Quand le rapport cyclique s'éloigne de cette valeur,
la dissymétrie augmente comme son taux de distorsion. Un autre résultat intéressant concerne les ondes de choc. Lorsque le paramètre de choc augmente, la forme d'onde se déforme et perd certaines symétries. L'indicateur de distorsymétrie suit alors une évolution proche du coefficient harmonique B sur A, souvent utilisé en pratique. Toutefois, contrairement au B sur A, basé sur le rapport entre le coefficient de Fourier de la première harmonique B et le coefficient de Fourier de la fondamentale A, notre indicateur propose une interprétation directement fondée sur la forme et la symétrie du signal. Conclusion. Les points essentiels de ce travail peuvent être déclinés comme suit. La symétrie d'un signal peut être décrite, classée et mesurée de façon directe. Le cadre proposé ne dépend pas seulement d'une décomposition de Fourier ou d'une mesure de puissance, il repose sur les transformations qui laissent le signal invariant. Ce travail permet donc d'analyser des signaux périodiques ou non périodiques pour distinguer symétrie globale et locale et pour construire de nouveaux indicateurs de distorsion plus adaptés à certains usages. En résumé, cet article propose de faire de la symétrie non plus une observation visuelle, mais une grandeur mesurable du signal. Pour en savoir plus, lisez l'article dont la référence est indiquée ci-dessous.